C'était le 14 octobre 1943, à 7300 mètres de Schweinfurt, en Allemagne. Les doigts gantés de Edmond Henska ont resserré le titre de son Messerschmitt Bf 109 G6 serré tandis que ses yeux, à travers le pare-brise blindé, ont essayé de traiter ce qu'ils ont vu avant eux. Des années plus tard, les notes de son journal, maintenues depuis 1941, révéleraient un mélange d'étonnement et de désespoir, le ciel a été pris par eux. D'un horizon à l'autre, seulement des bombardiers. Nous étions des fourmis qui attaquaient les aigles. Là, dans une formation de combat parfaitement alignée entre 7000 et 8200 mètres, 291 suivis Boeing BE-17 de la 8e American Air Force ont été avancés. Le soleil du matin se reflétait dans ces fuselages en aluminium comme une rivière silver coupant le cœur du Troisième Reich. Chacun d'eux transportait 13 mitrailleuses à gros calibre capables de transformer l'espace aérien en un couloir de plomb mortel. Mais ce n'était pas seulement la quantité qui a gelé le sang de Henska. Il avait déjà fait face à de grandes formations. Ce qui l'a terrifié, c'est la réalisation cruelle que ces derniers mois, il commençait à hanter chaque pilote de Luftwaffe. Ces 291 bombardiers ne représentaient qu'un tiers de la flotte américaine basée en Angleterre. La veille, son équipe avait renversé 60 bombardiers ennemis lors de la première attaque contre Schweinfurt, la plus grande victoire de Luftwaffe en une seule journée. Et pourtant, les Américains sont revenus avec encore plus d'avions, comme si les pertes n'avaient aucune importance. Derrière Henska, 300 combattants allemands se sont réunis, Messerschmitt Bf 109, Focke-Wulf 190, bimoteur Bf 110 et même Junker Ju 87 Stuka obsolètes, adaptés à la force pour détruire les bombardiers. Il s'agissait pratiquement de tous les avions de combat opérationnels à moins de 400 km. Ce qu'il savait, et cela a fait trembler légèrement ses mains alors qu'il se préparait à l'attaque, c'était que la force massive était tout ce que l'Allemagne pouvait rassembler. Il n'y aurait pas de deuxième vague, pas de réservation. Pendant ce temps, les rapports de renseignement ont confirmé, les Américains ont produit 500 nouveaux bombardiers par mois. La transformation de la guerre aérienne avait commencé 18 mois plus tôt, bien que peu de personnes dans le sommet de la Luftwaffe aient remarqué à l'époque. En janvier 1942, le premier BE-17 du 97e groupe de bombardement est arrivé en Angleterre. Le maréchal Hermann Göring a ri d'être informé, déclarant que les Américains ne savent pas se battre et que leurs bombardiers étaient des camions de changement et qui démontraient sous pression. Le major Johannes Mackay Steinhoff, alors commandant de JG-77 en Afrique du Nord, écrirait plus tard dans ses souvenirs que la sous-estimation de l'American Air Force était la plus grande erreur de guerre de l'intelligence. Il avait déjà fait face à des avions américains en service britannique et les considérait comme étonnamment résistants. Les Américains construisent des avions lorsqu'ils construisent des voitures, a-t-il noté, avec des pièces interchangeables, des systèmes et des quantités simplifiées qui ont rendu l'esprit européen étonné. Le premier panneau d'alerte est survenu le 17 août 1942, lorsque 18 BE-17 a bombardé les cours de manœuvre de Rouen-Sotteville, en France. Edmond Rudolf Planz, puis escadron d'interception à haute altitude de un JG-2 avec des combattants sous pression Bf 109 G1 dans la mission avant de mourir au combat le 31 juillet 1942. Ces rapports post-mission trouvés dans les archives de Luftwaffe après la guerre ont été préoccupantes, basses. Doit avoir terrifié le commandement hautement allemand. Était sur le point d'atteindre, au milieu de l'année 1944, la barre des 16 BE-17 produits par jour. La mission du 14 octobre 1943 visant à détruire les usines de roulement de Schweinfurt sera connue sous le nom de « Jeudi noir » par les Américains, qui perdirent 60 bombardiers et 650 équipages. Pour la Luftwaffe, ce fut à la fois sa plus grande victoire et le moment où de nombreux pilotes se rendirent compte que la guerre était déjà perdue. Le lieutenant-colonel Hans Philipp, commandant du JG-1, a abattu 2 BE-17 ce jour-là avant d'être tué par les tirs défensifs d'un troisième. Son ailier, Feldwebel Stefan Lidgen, a survécu et a rapporté plus tard la dernière transmission de Philippe, ce ne sont pas les mêmes Américains que nous avons affrontés il y a 6 mois. Leur adresse au tir est mortelle. Ils tiennent leur formation face à n'importe quelle attaque. Et Berlin nous dit que ce n'est que le début. La Luftwaffe a revendiqué 60 bombardiers détruits et 17 endommagés, soit son bilan le plus élevé en une seule journée. Le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, a annoncé cet exploit comme une preuve de l'invincibilité des défenses de la forteresse Europe. Mais les pilotes qui avaient affronté cet enfer connaissaient la vérité. Ils avaient dépensé 90% de leurs munitions, perdu 38 chasseurs détruits et 30 endommagés, en plus de 28 pilotes tués ou blessés, soit près d'un quart de la force d'attaque. Mais le pire était encore à venir. En moins de 48 heures, des avions de reconnaissance américains survolent les usines de Schweinfurt pour évaluer les dégâts. En une semaine,
240 BE-17 de remplacement sont arrivés en Angleterre. En 2 semaines, la 8e force aérienne lança une autre attaque majeure, cette fois avec 378 bombardiers, soit plus que ce qui fut envoyé à Schweinfurt. Le major Wilhelm Ferdinand Galland, frère du célèbre Adolphe Galland et commandant du 2 JG-26, notait dans son journal « Seul Sisyphe comprendrait notre situation. Chaque bombardier que nous abattons est remplacé par 2. Chaque pilote que nous perdons est remplacé par des jeunes hommes avec seulement 20 heures de vol sur des chasseurs. Ils perdent des équipages et en forment des milliers. Nous perdons des pilotes et rasons le fond du canon. » L'hiver 1943 à 1944 apporte un soulagement temporaire, le mauvais temps limitant les incursions en profondeur. Mais cela a également donné lieu à des rapports de renseignement dévastateurs, qui ont circulé parmi les officiers supérieurs de la Luftwaffe. Les documents capturés après la guerre ont révélé une capacité industrielle qui dépassait tout ce que l'Allemagne pouvait imaginer. L'usine Ford de Willow Run, dans le Michigan, avait accompli quelque chose que les experts allemands avaient déclaré impossible, la production à la chaîne de bombardiers lourds. Avec 3,5 millions de pieds carrés et 42 000 employés, l'unité atteignit, en avril 1944, la barre d'un BE-24 Liberator achevé toutes les 63 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à elle seule. L'usine produirait 6 972 avions complets, ainsi que des kits démontés pour 1893 autres, totalisant 8 865 bombardiers. Le colonel Joseph Pipe Prier, commandant du JG-26, obtint un manuel technique américain capturé en décembre 1943. Son rapport au commandement des chasseurs était cinglant. Le modèle BE-17G actuellement en opération dispose de 13 mitrailleuses, dont une tourelle ventrale conçue spécifiquement pour neutraliser nos attaques frontales. Ils ont pensé à tout. Ils ont tout planifié. Et ils peuvent se permettre de planifier pour tout. Pendant ce temps, dans les usines Boeing de Seattle. Tandis que les chaînes de montage américaines fonctionnaient à un rythme qui transformait les mathématiques même de la guerre en une condamnation à mort pour l'Allemagne. À Seattle et Wichita, les usines Boeing produisaient 363 bombardiers BE-17 par mois au plus fort de leur production, une flotte capable de raser des villes entières en quelques jours seulement. Mais il n'y avait pas que les Flying Fortress, les installations de Douglas à Long Beach et Oklahoma City ont ajouté 4 Sense BE-24 Liberator à la facture mensuelle, tandis que Consolidated, à San Diego et Fort Worth, a livré 300 unités supplémentaires. Martin, à Baltimore, a produit 200 BE-26 Marauder, des bombardiers moyens qui semaient la destruction avec précision. Ils sont chirurgicaux. Amérique du Nord à Kansas City, il a fait 400 BE-25 Mitchell les mêmes qui ont réduit Tokyo en cendres dans l'attaque de Doolittle. Et République à Long Island a jeté 400 PI-47 Thunderbolt par mois entre les mains des cavaliers alliés, des machines qui ont écrasé toute résistance avec leur puissance de feu et leur armure. Face à ce tsunami industriel, l'Allemagne a répondu avec une production mensuelle de 1600 combattants monomores, sur papier. Dans la pratique, les bombardements alliés sur les usines ont réduit les livraisons réelles à des nombres encore plus humiliants. Et puis est venu le 20 février 1944. L'argument de l'opération, connu pour l'histoire sous le nom de Big Week, était le moment où les États-Unis ont révélé au monde, et surtout à Luftwaffe, que la guerre aérienne était déjà décidée. Il ne s'agissait plus de si, lorsque le ciel de l'Europe deviendrait un domaine exclusif des ailes étoilées. Ce jour-là, le major Henry Shirley, commandant de JG-1, a décollé de la base d'Airey pour intercepter ce que le radar a annoncé comme une formation massive de l'Ouest. En atteignant 20 000 pieds, il est tombé sur un spectacle qui a gelé son sang, 1003 bombardiers lourds, escortés par 835 combattants, s'étendant sur 200 miles d'horizon. Ce n'était pas une formation. C'était une armée ailée. Dans son journal, cette nuit-là, Early a écrit des mots qui résonnent comme une lamentation funéraire pour Luftwaffe, « J'ai vu la fin de l'Allemagne aujourd'hui. Le ciel s'est assombri avec eux. Nos 12 combattants ont attaqué une formation qui n'avait pas fin. » Les chiffres de la grande semaine ont été la certification de la défaite allemande, 3800 sorts de bombardement et 2548 combattants en seulement 7 jours. Les Américains ont perdu 226 bombardiers et 28 combattants, l'ont remplacé en 2 semaines. Luftwaffe a perdu 262 combattants et, ce qui était irréparable, près de 100 pilotes morts, 14% de sa force totale de chasseurs de jour. Pilotes qui ne pouvaient pas être remplacés. Les écoles de formation, asphyxiées par le manque de carburant et les instructeurs, ont obtenu des recrues avec moins de 50 heures de vol, beaucoup avec seulement 10 heures dans les combattants. L'Oberstleutnant Hannes Troloft, inspecteur des combattants de jour, a résumé la tragédie dans un rapport dévastateur. Le pilote américain arrive au combat avec plus de 200 heures de vol,
dont 75 sur son propre modèle d'avion. Nos nouveaux arrivants ont été 40 heures au total, peut-être 10 dans un combattant. Ce ne sont pas des pilotes. Ils sont des sacrifices de rue, envoyés au total. Puis est venu le 4 mars 1944. Un jour qui a marqué le début de la fin. Pour la première fois, le Mustang PS-51 est apparu sur Berlin. Les combattants du Furt Fighter Group, avec leur PS-51B, ont escorté des bombardiers lors d'une mission de voyage de 1100 coups à la capitale du Reich. L'impact psychologique était dévastateur. Le major Günther Rahl, commandant de JG-11 et troisième plus grand à l'allemand, avec 275 victoires, a trouvé la Mustang pour la première fois lors d'une attaque le 6 mars. Son rapport de combat, conservé dans les archives fédérales allemandes, est un témoignage de désespoir. PS-51 est plus rapide que notre Bf-109G à toutes les 60 ans. Feu. Le secret de Mustang était sur son moteur Packard Merlin et ses ailes de flux laminaires, ce qui lui a donné 1650 miles avec des chars externes, suffisamment pour accompagner les bombardiers à Prague, Vienne ou même à Varsovie et se battre toujours pendant 30 minutes sur la cible. Les pilotes allemands, formés pour attaquer lorsque des combattants alliés ont tourné le dos par manque de carburant, sont désormais confrontés à de nouvelles Mustangs sur n'importe quelle ville du Reich. Lieutenant Franz Stigler, un vétéran de 487 missions, a décrit la nouvelle réalité dans une lettre à son frère, « Les Mustangs pendent sur nous comme des faucons. Lorsque nous avons grimpé PA. ERA attaque les bombardiers, ils plongent à plus de 500 000 par heure. Lorsque nous avons abandonné et essayé de nous échapper, ils nous secouent par derrière. Il s'agit d'une exécution méthodique. Il n'y a pas d'évasion. » Jusqu'en avril 1944, la 8e Air Force pouvait déjà lancer 1000 bombardiers avec 800 combattants d'escorte, et l'a fait à plusieurs reprises. L'équation d'annihilation était simple et implacable. Général der Jagdflieger Adolf Galland, commandant des forces de chasse allemandes, présentait à Hitler, le 27 avril, un rapport qui a été une condamnation à mort, production mensuelle américaine, 3000 plus bombardiers, 4000 plus combattants, plus de 30 000 pilotes formés. Production allemande, plus de 400 combattants par mois. Léancem, le mois, avec des traits insuffisants. Perte pilote, 4 cents plus par mois. Lichtam. La réponse d'Hitler, selon les souvenirs de Galland, a été un accès à furie, cri sur la trahison, la lâcheté et l'ordre que tout pilote qui a abandonné une attaque devrait être martialisé par la cour. Pire, il a déterminé que si nécessaire, les pilotes devraient casser leurs combattants contre des bombardiers dans des missions suicidaires. Cet ordre a non seulement accéléré la mort des quelques vétérans restants, car le sort de Luftwaffe a scellé comme force de combat. Le jour D, le 6 juin 1944, n'était pas seulement le début de la fin de l'Allemagne nazie, c'était le moment où le monde a été témoin en temps réel l'écrasement d'un mythe. La suprématie de l'ère américaine ne s'est pas manifestée comme un rayon dans le ciel, mais comme une marée implacable, un flot de métal et de feu qui a balayé toute résistance. Alors que les Alliés ont déversé 11 590 avions au-dessus de la Normandie, la Luftwaffe pourrait, avec des efforts surhumains, placer 319 combattants opérationnels, un tel nombre dérivé qu'il abordait l'absurde. Les Américains, seuls, ont lancé 8722 triés ce jour-là. Luftwaffe 319. Oberleutnant Harold Kahn, garé à l'Ela avec 2 JG-26, a noté dans son journal une vérité qui blessait comme un coup à la poitrine, nous sommes restés dans nos abris, écoutant les rapports à la radio. Des milliers de navires. Nous avons eu 7 combattants opérationnels. 7. Les étages ont été réduits aux téléspectateurs impuissants de leur propre défaite. Messerschmitt Moi 262, le chasseur à réaction qui devrait sauver l'Allemagne, est arrivé trop tard, comme une invitation à une balle après que l'orchestre ait déjà cessé de jouer. Avec une vitesse de pointe de 540 000 par heure, il était 100 000 par heure plus rapide que n'importe quelle chasse alliée, un avantage qui pourrait inverser le cours de la guerre. Le major Walter Nowotny, commandant de la première unité de réaction du monde, le commando Nowotny, s'est permis d'un bref instant pour croire que le miracle était possible. 2 mois plus tard, son rapport à Galland a été une condamnation à mort, les jets sont révolutionnaires, mais ils sont trop peu nombreux, trop tard. Nous avons 30 262 opérationnels. Aujourd'hui, les Américains ont envoyé 1500 bombardiers et 800 combattants. Si nous avions 1262, nous pourrions avoir la différence. Nowotny n'a pas vécu pour voir la fin de l'exercice. Le 8 novembre 1944, alors qu'il tentait de décrocher ses 262 endommagés, il a été abattu par les Mustang PL-51.
Sa dernière émission de radio était un cri de désespoir, « Je suis en feu. C'est trop. » Jusqu'à la fin de la guerre, l'Allemagne produirait 1430-1262. Seuls 300 sont arrivés à l'avant. Les Américains, quant à eux, ont fait 15 000 Mustang PL51, un nombre qui, seul, serait suffisant pour enterrer tout espoir de rétablissement. Les assez survivants de la Luftwaffe, ceux qui ont vu le ciel. À au-dessus de leur tête, des témoignages qui ont laissé des témoignages qui ressemblent à des épitaphes d'une époque. Adolphe Galland, dans le premier et le dernier, a écrit avec une forte franchise, jusqu'au milieu de 1944, « Je savais déjà que la guerre était perdue. Ce n'était plus une question de tactique, de courage ou de technologie. C'était des mathématiques pures. Ils ont perdu 100 avions dans une attaque et les avons remplacés en 3 jours. Nous avons perdu 10 et nous ne les avons jamais remplacés. » Erich Hartmann, le plus grand de l'histoire avec 352 victoires, avait passé presque toute la guerre sur le front oriental, où les soviétiques, bien que nombreux, n'avaient pas la discipline en fer des Américains. Quand il a finalement été transféré en Occident en 1945, il l'a vu stupéfait, « J'avais tourné des dizaines d'avions soviétiques, mais c'était différent. Les Américains sont venus dans des formations géométriques parfaites, des centaines d'entre elles. Leur feu défensif était comme un mur de traceurs. » Johannes Steinhoff, qui a volé 993 missions et a massacré 176 avions, a ensuite été chef d'état-major de la Luftwaffe d'après-guerre et du comité militaire de l'OTAN. Son analyse était implacable, « Nous étions des artisans combattant une machine industrielle. Chacun de nos pilotes a été formé pendant des années, chaque avion, construit à la main. Les Américains ont produit des pilotes et des avions comme des voitures. Lorsque nous abattions un BE-17, 10 autres sont apparus. Quand ils ont mis un Bf-109, c'était irréparable. Jusqu'à l'automne 1944, la Luftwaffe n'est plus morte au combat, elle a pourri sur terre, étouffée par le manque de carburant, les pilotes, les pièces et, surtout, l'espoir. Les principaux rapports Heinzbach, commandant de JG1 au cours des derniers mois de la guerre, sont un dossier clinique d'un effondrement annoncé. Septembre 1944, nous avons 40 pilotes et 12 avions opérationnels. Hier, nous avons reçu 10 pilotes de remplaçants. Aucun n'a plus de 50 heures de vol. 3 sont tombés dans l'atterrissage. 2 sont morts. Octobre 1944, 75% de réduction du carburant. Nous pouvons piloter une mission tous les 3 jours. Les Américains viennent tous les jours. Novembre 1944, l'ordre de bombarder contre les kamikazes si nous manquons de munitions. Ce n'est pas un combat. C'est le suicide. Les Japonais ont au moins une tradition guerrière pour cela. Nous sommes envoyés pour mourir pour un mensonge. Décembre 1944, les Américains sont venus avec 1000 bombardiers aujourd'hui. Nous avons eu 4 avions opérationnels. Nous n'avons pas décollé. Qu'est-ce que le sens? La puissance explosive était équivalente à 33 pompes d'Hiroshima, et la précision n'a fait qu'augmenter. Avec des radars avancés et des systèmes de navigation de plus en plus sophistiqués, les Américains ont transformé la guerre en une équation froide. En mars 1945, leurs bombardiers ont pu mettre 90% des pompes à moins de 300 mètres de la cible, lancer 7600 mètres en altitude. Ce n'était plus un combat. C'était un pur calcul. Des tonnes de pompes équivalentes aux hectares de destruction. Des centaines de combattants garantissent la supériorité aérienne. Des milliers de pilotes qualifiés ont remporté la victoire. Nous n'avons pas été vaincus. Nous avons été effacés par une feuille de calcul. Avril 1945. Luftwaffe n'existait que sur papier. Sur les 1500 combattants soi-disant disponibles, 50, au plus, pourraient décoller n'importe quel jour. L'Oberst Gordon Golob, 150 victoires aériennes, l'une des plus grandes de l'histoire, a été nommé pour commander la défense de Reich. Que as-tu trouvé? Pas de carburant pour les opérations. Pas de munitions pour l'avion. Pas de pilotes pour les piloter. Pas de pièces pour les réparations. Aucun aérodrome qui n'était pas sous attaque constante. Votre première et dernière commande en tant que commandant. Gardez les avions pour les musées. Gardez les pilotes pour leurs familles. La guerre est terminée. Après l'armisticio, la Luftwaffe a capturé des pilotes à donner des témoignages dévastateurs sur l'impact psychologique de la phase de ce pouvoir. L'Oberstleutnant Joseph Schmidt, le dernier commandant du Luftflotte Ouest, a déclaré devant le comité des bombards. USEIO stratégique. À partir de 1943,
nous ne nous battrions pas pour gagner. Nous nous sommes battus pour reporter la défaite. Chaque conducteur qui l'a pris savait qu'il ferait face à des proportions de 10 à 1, ou pire. Il savait que chaque mission pouvait signifier 1000 bombardiers dans le ciel. Ce n'était pas un combat. C'était l'abattage industriel. Le major Georg Peter Eder 78 gagne, dont 36 bombardiers quadrimotrices décrit l'évolution de sa pensée. 1943, je croyais que nous pouvions les arrêter avec des tactiques et du courage supérieurs. Début 1944, je savais que nous avions besoin d'armes miraculeuses. Fin de 1944, je savais que nous avions besoin d'un miracle divin. Les Américains avaient transformé la guerre aérienne en une chaîne de montage. Nous ne combattions pas USAF. Nous combattions Ford, Boeing, Douglas, Lockheed, Republic, North American, Consolidated. Nous n'avons jamais eu aucune chance. Le nombre final de la guerre aérienne révèle l'abîme impossible que Luftwaffe a tenté de traverser. Production américaine, 1942-1945. 300 000 avions, tous types. 35 000 bombardiers quadrimotateurs lourds. 99 950 combattants. 2,3 millions de moteurs. 800 000 pilotes formés. Production allemande, 1942-1945. 119 000 avions, tous types. 1192 bombardiers et 177, 4 moteurs. 53 700 combattants, tous types. 28 000 pilotes formés, avec une formation de plus en plus handicapée. Perte de combat. États-Unis, 18 369 avions perdus, 6,1% de la production. Allemagne, 57 000 avions perdus, 48% de la production. Concuté de l'équipe. USA, 94 565 morts ou capturés, 11,8% des formés. Allemagne, 44 650 morts ou capturés, 157% des formés. Oui, plus de pilotes sont morts de ce qu'ils ont été formés. Beaucoup ont été abattus plusieurs fois avant la fin. Réalité finale, mai 1945. États-Unis, 41 163 avions opérationnels. Allemagne, moins de 100. Les coureurs de Luftwaffe qui ont survécu ont subi une transformation psychologique profonde. La guerre a commencé comme l'armée de l'air la plus redoutée du monde, victorieuse de l'Espagne à la Pologne, de la France à la Russie. Ils ont fini par cacher leurs combattants sous les arbres, priant pour avoir assez de carburant pour un dernier décollage. Hauptmann Franz von Weber, le seul pilote allemand à échapper à la prison alliée et à retourner en Allemagne, avant de mourir au combat, avait averti Göring en 1941 après avoir vu la capacité industrielle américaine de première main. Ils produisent des avions comme nous produisons du pain. Leurs travailleurs ne connaissent pas la fatigue. Leurs usines ne connaissent pas les frontières. Göring l'a accusé de défaitisme et a été corrompu par la propagande ennemie. Il ne pouvait pas concevoir un tel pouvoir, a écrit von Weber. Aucun de nous ne pouvait. Oberstleutnant Hans Ulrich Rudel, l'homme militaire allemand le plus décoré, 2530 missions, en particulier sur le front oriental, a fait face à la puissance aérienne américaine en 1945 et a résumé avec une phrase nette. Les soviétiques avaient une quantité. Les Américains avaient des quantités qui fonctionnaient parfaitement. Chaque bombardier était impeccable. Toute chasse, méticuleusement entretenue. Ces pilotes étaient bien nourris, bien reposés, bien formés. Nous avons envoyé des garçons squelettiques dans des avions patchés avec des estomacs vides pour les faire face. Le major Heinz Knock, 2000 missions, 33 victoires, avait des records détaillés de changement brutal dans les proportions. 1943, 60 à 100 formations de bombardiers. Dangereux mais contrôlable avec 20 à 30 combattants. Début 1944, 200 à 300 bombardiers, escortés par 100 combattants. Nous avions besoin de tout ce que nous avions pour faire des dégâts. Fin de 1944, 500 à 750 bombardiers, 400 combattants d'escorte. Nous les avons regardés passer avec nos 12 avions opérationnels. 1945, 1000 plus bombardiers, 800 escortes. Nous n'avons même pas décollé. Votre dernière annotation, 7 mai 1945. Les Américains auraient pu gagner avec un dixième de ce qu'ils ont envoyé. Ils ont tout envoyé pour faire un point. Le point a été fait. Peut-être pas de témoignage ne mieux capturer C. En sciences DE la défaisons DECE que le général en Jürgen Sect Secret Recording, chef du Luftflotte-Reich, s'adressant à d'autres prisonniers en mai 1945, enregistré par British Intelligence. Messieurs,
Nous n'avons pas été vaincus pour le courage ou les compétences. Les Américains étaient courageux? Oui. Mais pas plus que nous. Les pilotes étaient compétents? Sans doute. Mais pas plus que nos vétérans expérimentés de 100 missions. Nous avons été vaincus par la capacité industrielle. Ils ont produit en un mois plus que nous en un an. Ils ont formé plus de pilotes en une semaine que nous en 6 mois. Ils ont lancé en une seule attaque plus de bombes que nous ne l'avons lancé sur l'Angleterre tout au long de la guerre. Ce n'était pas la guerre comme nous l'avons compris. C'était une exécution industrielle. Ils ont transformé toute leur nation en une usine d'avions. Chaque femme qui a fait des machines à laver a commencé à faire des bombardements. Chaque homme qui a construit des voitures a commencé à construire des combattants. Ils ont été confrontés à la guerre comme une entreprise, avec des feuilles de calcul, des objectifs de production, des taux d'efficacité. Nous nous sommes battus avec la passion des guérilleros. Ils se sont battus avec l'exactitude des comptables. Les comptoirs ont gagné. Pour de nombreux coureurs de Luftwaffe, il y a eu une période exacte où ils savaient que la guerre était perdue. Ces rapports, récoltés à partir de souvenirs, d'interviews et de lettres privées, révèlent le choc psychologique de faire face à une machine de guerre sans visage, sans limite et sans limite. À loin burst, JG26. Derrière la première formation est venu un autre. Et un autre. Et un autre. J'ai dit à cette boîte de combat, chacune avec 54 bombardiers. Et ce n'était qu'une des 3 vagues de ce jour. J'ai atterri et j'ai dit à mon commandant, la guerre était terminée. Hauptmann Wilhelm Bads, JG52, 11 victoires en une seule journée. Avril 1944. Nous avons laissé tomber 11 B et 17 en mission. Notre meilleur jour. Le lendemain matin, les Américains sont venus avec 50 bombardiers de plus que la veille. Notre victoire n'avait même pas été notée. Major Klaus Mietouche, JG26. Septembre 1944. Un B-17 avec 2 moteurs détruits, la queue déchirée, volant toujours, tirant toujours, toujours en formation. Ces buteurs ont abattu 2 de nos meilleurs coureurs. Cette carcasse mourante était plus mortelle que notre meilleur combattant. C'est quand j'ai compris ce qu'était la puissance américaine, même leurs machines agonisantes nous ont tués. Et puis est venue la technologie. Chaque nouveau modèle américain a élargi l'abîme. Chaque nouveau modèle américain n'était pas seulement une évolution, c'était une condamnation à mort pour Luftwaffe. Alors que nos ingénieurs se sont battus avec des dirigeants et des substituts de calcul de basse qualité, le B-17G a émergé fin 1943 en tant que monstre de précision, Thor Bendix-Chin avec 2 mitrailleuses .50. Chaff pour aveugler nos radars. Chaque innovation a été un coup dur pour notre morale. Et nous? Nos combattants ont été démontés par pièces pour accélérer la production. Nous avons retiré le réchauffement des stands. Nous avons remplacé les systèmes électriques par des leviers manuels. Nous échangerions de l'aluminium contre le bois si cela était possible. Nous avons réduit le blindage pour économiser du poids. Dans certains entraîneurs, même les radios ont été supprimées en raison de ceux qui communiquaient s'il n'y avait pas de carburant pour voler. Oberleutnant Henry Shirley, qui massacre 208 avions avant sa mort, a écrit dans son journal. Chaque mois, les Américains s'améliorent. Chaque mois, nous aggravons. Ils ajoutent des canons. Nous supprimons les boucliers. Ils perfectionnent les moteurs. Nous diluons le carburant. Ils dominent l'électronique. Nous éliminons les radios. Nous ne sommes pas en retrait, nous nous effondrons pendant qu'ils décollent. Mais c'est dans la formation de pilotes que la différence est devenue un abîme insurmontable. En 1944, un pilote américain est arrivé à l'avant avec 200 plus heures de vol, 75 d'entre elles dans le modèle opérationnel. 50 heures de véritable formation de tir. 40 heures de vol en formation. Carburant illimité à s'entraîner. Aucune pression pour anticiper le combat. Un pilote allemand, la même année, a reçu 110 à 160 heures au total, en 1941 était 450. 15 à 20 heures dans la chasse opérationnelle. 5 heures de tir, souvent avec des munitions réduites. Aucune formation de formation, ils ont appris au milieu du combat. Aérodrome bombardé quotidiennement. Classe carburant même pour les décollages d'urgence. Oberst Hannes Troloft, inspecteur des combattants, rapporté en décembre 1944. Nous envoyons des enfants à l'abattoir. Ils ne savent pas conduire, encore moins à se battre.
Ils ne peuvent pas maintenir la formation. Ils ne atteignent pas une cible statique. Ils n'atterrissent pas sans gâcher l'avion. Sur 10 novices, 8 meurent en 2 semaines. Même l'esprit de lutte s'est effondré. En 1944, les cas de suicide entre les pilotes ont augmenté de 400%. Aux déserts précédemment impensables, ils ont commencé à apparaître. Certains ont saboté leurs propres combattants pour ne pas voler. SS Secret Report a révélé l'extension de l'effondrement. Les pilotes parlent ouvertement que la guerre est perdue. Ils appellent les missions de vol suicidaires. Il y a des cas de pilotes tirant des munitions sur un territoire amical et de retour comme s'ils s'étaient battus. Ni la propagande ni la punition ne peuvent restaurer la morale. Ils ne voyaient l'ennemi. Luftwaffe a tout essayé. Sturmgruppen a ordonné de faire un coup contre les bombardiers. Unité Ramjagé est créée pour les attaques de kamikazes. Les coupes martiales de la lâcheté ont augmenté de 800%. Les familles pilotes ont menacé de camps de concentration. Ce n'était pas une utilité. Ils avaient déjà trop vu. Le 18 mars 1945, l'humiliation finale, 1329 bombardiers lourds et 733 combattants ont attaqué Berlin le jour. Luftwaffe a lancé 37 combattants pour défendre la capitale. Mi-262 a massacré 8 BE-17. Les escortes américaines ont renversé 25 Allemands, dont 5 jets. Adolphe Galland, volant avec le JV-44, Squad Arms avec plus de 1000 victoires combinées, décrit. Nous avons décollé en sachant que c'était inutile. Barkhorn, Ohajan, Krupinski, Lutzow, chacun de nous avait plus de 100 massacres. Ensemble, nous avons détruit plus de 1000 avions ennemis. Et nous ne pouvions rien faire. Nous étions des fourmis attaquant une avalanche. Jusqu'en avril 1945, la Luftwaffe avait cessé d'exister. Le BE-17 a survolé l'Allemagne peinte au camouflage, en formation droite, pas de manœuvres évasives. Les combattants d'escorte n'ont souvent pas décollé. 8th Air Force Report à noter. Aucun soupir d'ennemi aperçu. Pas de flak. Target détruit sans opposition. Mission similaire au vol d'entraînement. Les chiffres finaux sont une pierre tombale. Mai 1940, bataille de France 5000 sorties quotidiennes. Août 1940, bataille d'Angleterre 3000 sorties. Juin 1944, D&D 319 sorties. Mars 1945, 50 à 100 sorties. Mai 1945, moins de 10 sorties par jour. Après la reddition, le US Strategic Bombing Survey a interviewé des centaines d'officiers de la Luftwaffe. Les témoignages, disqualifiés dans les années 1960, ont scellé le verdict. Général Feldmarschall et Ramilch, inspecteur général. Nous savions par rapport que les États-Unis avaient produit 8000 avions par mois en 1944. Nous ne le croyions pas. Notre meilleur mois a été l'automne 1944 avec 4000. Mais les rapports étaient mauvais, c'était 9000 par mois. Comment combattre une nation qui fabrique plus d'avions en 2 mois que vous dans 2 ans? Général Jürgen Stimp. Les Américains ont prouvé que les guerres modernes ne sont pas gagnées par des guérilleros, mais par des travailleurs. Chaque bombardier d'Allemagne représentait des milliers d'hommes dans les usines, les mines, les raffineries. Nous ne combions pas les pilotes. Nous combattions Détroit, Pittsburgh et Seattle. Les nombres finaux sont une exécution massive par statistique. Bombeur lourd, États-Unis 35 040 fois Allemagne 1194, raison 29, 1. Fighter produit, 1941 à 45 US 99 950 fois Allemagne 53 729, rapport 1,9, 1. Heure de formation, US 2 cents plus fois Allemagne 110 à 160, rapport 1,5, 1. Carburant, illimité US fois Allemagne 10% des nécessaires en 1945. Tourtie quotidienne, pic États-Unis 8000 plus fois Al. MN 100, raison 80, 1. Le traumatisme psychologique des pilotes allemands a dépassé la guerre. Beaucoup ont développé ce que nous appelons aujourd'hui PTSE, mais pas par peur du combat, pour l'horreur de la non-pertinence. Le docteur Hans-Joachim Lank, docteur de Luftwaffe qui a ensuite étudié les survivants, diagnostiqué. Ils n'ont pas souffert pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils ont vu. Ils ont vu leur nation, leur fierté, leur technologie étant écrasée non pas par la supériorité tactique, mais par un flot d'acier et d'essence. Ils ont vu des amis mourir en vain, tandis que l'ennemi n'a même pas enregistré les pertes. Ce n'était pas une défaite, c'était un effacement. En 1962, lors d'une réunion vétéran à Munich, Adolphe Galland a résumé la leçon.
J'ai appris que pendant la guerre moderne, l'usine est plus importante que l'aérodrome. La chaîne de montage décide plus que la ligne de front. Le travailleur vaut plus que le guerrier. Les Américains nous ont enterrés sous le poids de sa production. Mais ils nous ont également appris quelque chose, après nous avoir vaincus, ils nous ont reconstruits. Ils nous ont protégés de l'avance soviétique. Il s'arrêta, regardant les cicatrices entre les mains des anciens. C'est une sorte de victoire que nous ne pouvions même pas imaginer. C'était sa plus grande victoire. Pas le fait qu'ils produisent 100 000 avions, mais d'avoir choisi d'utiliser cette force pour reconstruire au lieu de l'écrasement. Le 26 avril 1985, à l'occasion du 40e anniversaire de sa capture, Johannes Steinhoff formé Luftwaffe et le futur commandant de l'OTAN ont réduit la chaire de l'American Air Force Academy. Il s'est adressé aux jeunes officiers d'une voix qui portait encore l'écho des moteurs Merlin et le silvo des balles de traçage. « Jeune homme, permettez-moi de dire ce que c'est de faire face à la puissance aérienne américaine. Il est de voir l'horizon s'assombrir sous un nuage de bombardiers. Cela compte vos munitions en quelques secondes pendant qu'ils leur disent en quelques heures. Mais ils regardent surtout, ces témoins de la pire de la guerre industrielle de Mars. Nation, la détermination d'un peuple libre. Steinhoff a volé 993 missions de combat. A fait 176 avions. Il a été renversé 12 fois. Mais sa mission la plus cruciale n'était pas de tout cela. C'était le voyage intérieur, du fanatisme nazi à la citoyenneté démocratique, de la haine à l'alliance, de la défaite à la compréhension. Et aux jeunes Américains avant lui, il a lancé la vérité brute. Leurs ancêtres nous ont non seulement gagnés. Ils nous ont transformés. Ils ont montré que la force ne vient pas de la conquête mais de la production, non de l'idéologie, mais de l'industrie, pas de la haine, mais de l'humanité. Les bombardements ont dévasté. La reconstruction nous a sauvés. Aujourd'hui, nous remplissons déjà les cieux comme des ennemis, remplissez cette pièce en tant qu'amis. Ceci est la véritable victoire de l'Amérique. L'histoire de la reconnaissance de la défaite de Luftwaffe est, au fond, l'histoire d'une capacité industrielle écrasante. Sans relâche. Incontestable. Lorsqu'Edmond Inescocker a examiné ses 291 BE-17 sur Schweinfurt le 14 octobre 1943, il a vu non seulement une formation ennemie. Je vais une phrase mathématique, la certitude de la défaite allemande. Chaque bombardier signifiait 1,2 million de rivets cloués par des mains américaines. Chaque moteur, 7000 pièces usinées avec précision chirurgicale. Chaque équipage, plus de 200 heures de formation. Multipliez cela pendant 1000 raids, et l'équation devient un abîme sans fond. Luftwaffe était parmi les plus grands pilotes de l'histoire. Beaucoup avaient plus de 106. Toria. Certains, plus de 200. Erich Hartmann, 352. Mais l'héroïsme ne surmonte pas les feuilles de calcul de production. La capacité ne bat pas statistique. Le courage ne surmonte pas le flot d'acier qui sort des lignes de montage. En fin de compte, chaque pilote allemand regardant ce ciel en aluminium connaissait la même vérité, il ne combattait pas une force aérienne. Il combattait une nation entière convertie en machine de guerre. Et cette nation pourrait perdre 100 bombardiers en une journée et en lancer 200 dans ce qui suit. La guerre a mis fin au moment où l'industrie américaine a atteint son rythme maximal. Les pilotes de Luftwaffe ont été les premiers à voir cela, écrit dans le ciel, dans des formations de forteresses qui s'étendaient de l'horizon à l'horizon. Une rivière sans fin de métal coulant au cœur du Reich, portant non seulement des bombes, mais la preuve mathématique de la défaite allemande. Ils ont vu des centaines de bombardiers américains et savaient que tout était perdu. Pas pour ce que ces avions détruiraient, mais de ce qu'ils représentaient, la capacité industrielle illimitée d'une démocratie éveillée. Dans cette reconnaissance, il y avait à la fois la défaite et, paradoxalement, la rédemption. Parce qu'en voyant le pouvoir américain, ils ont également vu leur objectif. Ne le conquérirait pas, mais la libération. Pas de vengeance, mais de reconstruction. Pas de la haine, mais l'espoir que les ennemis pourraient devenir des alliés. Le verdict industriel avait été prononcé. Luftwaffe l'avait été témoin. Et en témoigne, il a appris une vérité qui redéfinirait le monde d'après-guerre, la démocratie industrielle était la force la plus puissante de la Terre. Et l'Amérique, votre arsenal.